Donc bonjour à tous. On vous propose un petit corner au niveau des feux de batterie, que ce soit les solutions et les perspectives. Nous sommes tous les deux membres du groupe de travail intervention d'urgence sur véhicules et sécurité routière. Donc un groupe de travail qui a pris sa naissance il y a quelques années avec des partenaires, notamment Renault qui est à côté de nous, maintenant qui a donné aussi naissance à des compétitions comme le Challenge Secours routier, etc. Et donc l'objectif et le focus d'aujourd'hui c'est sur les feux de batterie, de façon à ce qu'on puisse vous faire un topo sur l'état actuel de nos connaissances, ce que proposera à terme le groupe de travail IUV et sécurité routière, et qu'on puisse vous faire un topo sur ce point-là. Alors faut qu'on puisse voilà, changer, donc je suis le capitaine Adrien Gransagne du SDIS de la Vienne, et mon collègue le commandant Dimitri Pelletier aussi du département de la Vienne. L'objectif pour nous c'est aussi de sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, les batteries, on les retrouve absolument partout. Elles sont omniprésentes. On a aujourd'hui des batteries dans la domestique. Alors on a mis quelques illustrations, mais en gros de la faible capacité à la très grosse. Et donc on a aujourd'hui une omniprésence des batteries, une omniprésence de la charge et du lithium dans nos maisons. Et donc on est à l'aube de beaucoup d'interventions et de beaucoup de feux qui vont aujourd'hui concerner les services d'incendie et de secours. Et donc quand on a dit ça, on n'a pas évoqué la mobilité et le déplacement, puisque on sait tous qu'il y a la voiture électrique, mais pas que. On a donc toute la catégorie des EDPM, les engins de déplacement personnel motorisé, donc tout ce qui roule aujourd'hui et qui est source d'accidents de circulation, mais aussi ce qui va nous permettre de nous déplacer. Et donc on a associé à ces EDPM qui sont de la faible capacité des vélos, des scooters, des motos, tous les deux roues, et puis des voitures bien sûr, et des engins de TP, les engins lourds. On va tous vers l'électrification, tous avec des capacités beaucoup plus grosses, et donc la difficulté aujourd'hui pour nous de travailler et voilà, tout ce qui est mis en service va demain être source de risque pour nous. Allez-y. Donc voilà, après le constat qui nous paraissait bon de vous faire aujourd'hui, c'était aussi de vous dire que si jamais on imaginait que le lithium ou les nouvelles technologies allaient pouvoir que les nouvelles technologies allaient pouvoir se développer, on a des gigafactories qui sont en train de s'implanter, et on a mis la courbe de production en gigawatts du lithium-ion. Et donc aujourd'hui on voit bien que la courbe est exponentielle, que les gigafactories s'installent dans le monde, en France, en Europe, et donc malgré les nouvelles technologies qui vont pouvoir arriver, la production de lithium-ion et la production de batteries avec la technologie qu'on connaît va se développer, et donc va être source d'intervention quand ces batteries auront une certaine usure, quand ces batteries vont être soumises à certaines utilisations, etc. etc. Donc source d'intervention pour les secours. Ensuite, vous faire un petit point sur la constitution des batteries avant de parler de l'emballement. Grosso modo, il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on s'attache à faire avec tous nos stagiaires et à tous nos pompiers, que la batterie c'est un ensemble, c'est quelque chose de vivant, c'est de la chimie, donc on est face à des éléments chimiques qui sont mis entre eux de façon à produire de l'énergie. Et donc la plus petite unité c'est la cellule, on verra tout à l'heure qu'il peut être de plusieurs formes. Et puis derrière le stack, en tout cas donc l'assemblage de cellules avec un petit module de connexion. Plusieurs modules, enfin plusieurs stacks forment un module, et plusieurs modules associés à un BMS, c'est le Battery Management System, c'est l'unité centrale de la batterie, c'est l'élément qui nous permet de mettre en sécurité la batterie et surtout de donner beaucoup d'informations dès la conception jusqu'à l'utilisation. Et derrière tout ça, de l'envelopper dans un casing et de faire un système, comme je disais, avec une enveloppe et des différents éléments qui nous permettent après d'intervenir dessus. Donc ça c'est une vraie structure qu'il faut que nos sapeurs-pompiers connaissent pour après avoir des conséquences opérationnelles, et notre stratégie qui peut varier suivant les différents éléments qu'on veut mettre en place et suivant où on en est dans le développement du feu. Un petit point très rapide que la plupart on a pu connaître avec certaines marques américaines où les voitures ont pris feu. Donc la plus petite unité, les cellules cylindriques, les 18650, donc on est sur des piles, un assemblage de centaines voire de milliers de cellules.
Ensuite, on a les prismatiques, donc c'est des cellules qui sont rigides à forme variable. Et puis, on a des cellules souples qui vont du laptop ou du téléphone portable jusqu'à certains véhicules et de la mobilité. Donc, on a vraiment une structure différente. Et si on s'attache à présenter ça à nos sapeurs-pompiers et dans nos formations, c'est parce que les réactions face au feu et la lecture du feu peut être différente et les phénomènes complètement différents. Je passe la parole au commandant Pelletier qui va poursuivre la suite de l'intervention. Oui, bonjour à tous, donc commandant Pelletier. Comme Adrien, donc on travaille depuis... C'est mieux? Ouais. Pour moi aussi. Hein. Donc on va pas aller trop loin dans la techno en fait, sur les risques. En fait, pour faire simple, notre conclusion c'est que les tests qui ont été faits donc, par de nombreux partenaires, donc nous-mêmes au sein du 86, mais également au sein de différents SDIS. Donc on a récemment des collègues qui ont fait des essais sur des feux de bus par exemple qui ont été électrifiés. Ou des collègues en fait internationaux. Il y a quand même pas mal d'essais qui sont réalisés en réel, donc échelle 1, pour justement essayer de comprendre les phénomènes et apporter une réponse opérationnelle. Et les conclusions qu'on a, c'est que c'est pas vraiment répétitif. On a l'impression de vouloir une solution unique et que les cellules, quelle que soit en fait la technologie et l'énergie et puis le taux de charge, on aura le même phénomène systématiquement. C'est pas vrai. On s'aperçoit qu'on a des phénomènes qui sont assez aléatoires en fonction des essais. Et ça c'est un peu surprenant. On a donc des phénomènes qui peuvent être déjà en général, on a un phénomène précurseur. Donc on voit des phénomènes qui commencent à interagir au niveau de la cellule avec une montée en température, qui vont après être identifiés par les sauveteurs, par des torchères qui vont apparaître. Et ensuite des flammes sous pression comme une fuite de gaz. Donc ça c'est vraiment des phénomènes qu'on constate en général sur des feux de véhicules, notamment lorsque l'emballement thermique est vraiment est lancé. Et ou sinon après on a des dégazages, beaucoup de fumée. Par contre il faut bien comprendre que ce type de feu de batterie, notamment le lithium-ion, là je parle des lithium-ion parce qu'en fonction des technos c'est totalement différent. On a des problématiques qu'on constate, c'est que c'est extrêmement fumigène, avec bien sûr le cocktail de fumée toxique et autres qu'on peut avoir, difficilement analysable, mais voilà, on a pu faire, et des collègues ont pu faire justement des analyses de gaz, et maintenant on commence un peu à connaître un peu la typologie des gaz auxquels on est confronté. Et en fait c'est des gaz qu'on connaît pour un feu de véhicule classique, mais avec des proportions plus importantes, notamment le CO. Donc pendant longtemps on parlait de gaz hautement toxiques, mais en fait on s'aperçoit que le gaz qui va nous poser plus de problèmes en termes de toxicologie aujourd'hui c'est le CO. Plus après tous les gaz qu'on voit, et c'est assez impressionnant. Les flammes sont peu virulentes. Et ensuite on a un embrasement qui peut arriver rapidement ou qui va se faire de part en part. Enfin voilà, on a fait nous des dizaines d'effets avec les mêmes batteries, même configuration initiale, et puis finalement on n'a pas eu tous les mêmes phénomènes. Donc c'est ça qui est un peu surprenant. Par contre, on peut constater notamment pour les cellules cylindriques, là on a des phénomènes qui sont quand même assez clairs lorsque l'emballement est arrivé, c'est qu'on a des projections de cellules. Donc là on a des effets missiles qui apparaissent, qui sont quand même à relativiser, comme l'a dit Adrien. Les cellules sont comme un ensemble de packs qui fait qu'avant qu'on ait en fait les projections de cils à droite à gauche, c'est que l'ensemble des différents niveaux de protection ont sauté. Donc ça arrive, ça peut arriver, mais clairement voilà, faut vraiment qu'on ait fait sauter. Donc ça c'est plus vrai pour les petites batteries qu'on peut trouver sur des scooters ou de ce type de volume, où là on n'a pas l'ensemble des couches de protection qu'on aurait sur un véhicule classique. Enfin, si on prend une voiture, il y a la batterie, il y a les différentes étapes, et ensuite après il y a aussi le voiture en elle-même qui protège un petit peu de ce type de phénomène. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir, extrêmement fumigène. Le phénomène peut être lent, très rapide. On s'est fait surprendre cette année sur d'autres feux avec un partenaire, où là on n'avait aucun phénomène précurseur, on pensait que l'essai était en fait raté, et puis d'un coup ça a explosé. Donc après c'est pas la batterie en elle-même, c'est un autre phénomène ensemble avec les fumées en fait qui ont accumulé dans l'habitacle, mais c'est assez surprenant. Donc et tous les jours on capitalise par rapport au retour d'expérience, et c'est aussi l'intérêt du réseau, c'est qu'on essaye parce qu'on ne peut pas tout brûler, de capter un peu ce qui se passe en France auprès des différents SDIS, mais également au niveau international. Il y a des pays qui sont très, très actifs, notamment les Pays-Bas. On a aussi le Canada qui commence aussi à se mettre dessus. Donc on essaie justement de travailler sur les retours d'expérience.
L'emballement thermique, donc bon, ça c'est le phénomène qu'on voudrait éviter, hein, mais c'est quoi l'emballement thermique, hein? C'est clairement défini dans le nom, hein. C'est simplement une réaction en chaîne. Il faut une montée en température et qui après va se traduire par des phénomènes en fonction de type de batterie. L'origine de ces emballements thermiques sont diverses. Donc, bon, on parle des EDPM, hein, ce qui peut annoncer en fait des risques ou des probabilités en fait d'événements non souhaités. C'est des mésusages en fait de ce type d'outils. Clairement, les retours qu'on a sur des feux de trottinette ou autres, c'est des problèmes de charge, des chargeurs pas adaptés par rapport à la batterie. Voilà, on est tous pareils, on achète un téléphone par exemple, et puis on a le chargeur qui est livré avec le téléphone, et puis enfin, comme moi je le perds, donc j'achète un autre, et je prends peut-être pas le chargeur adapté. Sur les téléphones, c'est pas trop pratique parce qu'en fait il y a tout un ensemble de protection électronique qui fait que ça protège. Par contre, sur certaines trottinettes ou autres outils, là c'est beaucoup plus difficile et compliqué. Donc là, quand vous chargez une surcharge, une batterie qui n'est pas fait pour, avec des moyens de non adaptés, un BMS qui est peut-être pas au top, hein, eh bien là on va mettre en souffrance la batterie et avoir des phénomènes non souhaités. Là on parle aussi en fonction des typos de batteries comme disait Adrien. On aura donc des projections pour les piles, on aura aussi notamment des gonflements, donc ça permet aussi de voir que quand c'est une batterie en fait sous système de poche, eh bien on aura un gonflement qui va se faire dans la cellule, et ça physiquement c'est visible, mais ça c'est pour annoncer. Après derrière, est-ce qu'elle va exploser, ça c'est pas garanti. Et tout ça, oui, quand la cellule commence un petit peu à être dégradée physiquement, voilà, ça crée des contacts intérieurs, et puis après phénomène de proche en proche, 1, 2, 3, 4, et après c'est parti. L'emballement thermique en fait se propage de part en part, et c'est très difficile, voire quasiment impossible à l'arrêter, hormis par des techniques adaptées d'extinction. Donc justement, les solutions qu'on a dans notre portefeuille en fait, hein, pour essayer de lutter contre ce type d'incendie. Donc là on parle pour les batteries lithium-ion qui sont très diverses, et donc là les fournisseurs, les constructeurs sont très inventifs. On a un peu testé tout ce qui existe, tout ce qui est proposé. Les lances perforantes, donc là ça fait depuis quelques années, on voit beaucoup de propositions de constructeurs, France et autres pays, qui proposent des systèmes pour pouvoir injecter en fait de l'eau dans la batterie, parce qu'en fait la synthèse pour un feu de batterie lithium-ion, pour pouvoir l'éteindre, aujourd'hui le seul moyen vraiment efficace, et encore l'éteindre on n'est jamais garanti, c'est pouvoir injecter de l'eau dans la batterie et faire en sorte que l'eau reste dans le pack pour pouvoir refroidir vraiment en fait et stopper le phénomène d'emballement thermique. Et donc là, nous au départ, notamment avec nos collègues Renault, on a fait les premiers essais, la difficulté c'était de trouver le point de pénétration pour faire rentrer l'eau dans le pack batterie. Et il y a eu donc des systèmes qui ont été proposés sur certains véhicules qui permettent justement, lorsque la batterie commence à brûler, eh bien on a un fusible qui saute et on peut faire pénétrer l'eau directement dans la batterie, donc là pas de problème. Mais quand ça n'existe pas sur certains modèles, eh bien on a des fournisseurs qui nous proposent des systèmes pour pouvoir percer en fait les différentes couches de protection et ainsi injecter de l'eau dans le pack batterie. Clairement on n'est pas fan parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et puis pour juste conforter mes propos, l'Ineris, qui est un laboratoire français sur le sujet, a sorti un rapport il y a quelques mois et qui clairement vous dit que pénétrer une lance perforante, c'est pas la meilleure idée. C'est même plutôt ça peut s'avérer dangereux. Donc ça existe, je ne le conseille pas. Agent extincteur particulier, donc là pour très longtemps les pompiers on avait des extincteurs adaptés pour les feux de métaux. Mais tous ceux qui ont déjà employé en fait un extincteur pour feu de métal, vous avez tous compris qu'en fait l'extincteur est adapté à un métal. On a toujours dans nos fourgons un extincteur pour feu de métaux qui était généraliste mais qui ne servait à rien parce qu'en fait on ne sait pas sur quoi il tombe. Pour que ce soit efficace, il faut l'extincteur adapté en fait au métal. Sauf que dans les batteries lithium-ion, c'est pas des métals, c'est pas du métaux. Donc on est sur des ions. Donc en fait ces extincteurs pour la papin sont totalement inefficaces. Ils peuvent l'être peut-être sur une cellule, mais dans une configuration de batterie, aujourd'hui, on ne m'a pas démontré en fait l'efficacité, en tout cas la plus-value par rapport à une extinction à l'eau. Les bains d'immersion sont aussi un moyen de pouvoir justement contrôler, en tout cas limiter l'emballement thermique. Ça ne va pas éteindre totalement, mais en tout cas ça va pouvoir ralentir l'extinction. Donc ça commence à pas mal se développer. Donc il y a eu des différents départements qui sont dotés, notamment dans le sud-est. Des pays aussi sont dotés de ce type de benne d'immersion. Alors attention, une des contraintes, c'est que lorsque vous mettez le véhicule dans la benne et vous remplissez d'eau, si vous mettez des mètres cubes et des mètres cubes, derrière il y a le traitement en fait de ces eaux qui ne sont pas anodins. Nous on a fait un retour avec justement un
un concessionnaire qui avait donc cette option, c'est 1 mètre cube, 1000 euros de traitement. Donc lorsque vous mettez en tout cas c'est ce qu'on a eu comme facture, mais c'est énorme. Donc déjà, c'est pas nous qui payons, mais en tout cas c'est pas ce qui est adapté. Et puis bien comprendre que si on doit prendre cette option-là, il est inutile d'immerger le véhicule jusqu'en fait à ce que l'antenne de la radio soit complètement sous l'eau. Ça n'a aucun intérêt. C'est avec la batterie qu'on veut éteindre. Donc il faut limiter au maximum ce type d'immersion. Donc après il y a aussi des bâches de protection qui sont apparues avec notamment des sortes d'alternatives entre les deux, des bâches qui sont d'immersion. Donc en fait on va complètement impacter le véhicule. Donc le principe de la benne, mais là on fait comme un bonbon, on papillote, on empapillote le véhicule, on met de l'eau dedans, donc en fait on limite la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir refroidir. Donc ça c'est une solution qui peut s'entendre après avoir. Bâche de protection, donc là c'est pareil, si vous traînez sur le site, vous avez quelques fournisseurs qui en proposent. Ça a un intérêt opérationnel, notamment pour protéger en fait, notamment la propagation du feu à d'autres véhicules, mais ça va nullement éteindre un feu de véhicule électrique. Ça, il faut bien le comprendre. Ça a un intérêt de protection, ça a un intérêt d'éviter en fait que ça parte à droite à gauche. Ça peut avoir un intérêt de tout de suite, lorsque le feu se déclare, dans certaines situations, d'avoir une action immédiate pour des non-sapeurs-pompiers peut-être, dans des configurations assez spécifiques. Mais vous n'éteindrez pas un feu de véhicule électrique lorsque normalement il est parti. D'accord ? Donc ça a quand même ses limites, mais ça a aussi son intérêt. Enfin l'eau, oui. En fait, on a laissé brûler, mais d'abord plutôt enfin l'eau. Oui, l'eau, c'est ce qu'on a testé depuis des décennies. Heureusement, ça c'est efficace. Et on a ça dans nos pompes, ça tombe bien. C'est vraiment à ce jour le moyen le plus efficace, en tout cas qui est reconnu comme étant un agent extincteur adapté. Et pour finir, on va mettre dans l'autre, laisser brûler. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer de plus en plus. Laisser brûler des véhicules lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Bien sûr, c'est facile de laisser brûler un véhicule quand c'est en plein champ. Quand vous êtes sur le parvis, je sais pas, en plein Paris, avec quelques bâtiments autour, vu le pouvoir fumigène, on peut se poser la question. Mais clairement, le retour d'expérience pour éteindre un feu de voiture, c'est ce qu'est l'extinction, mais vous l'avez éteint. Mais après, derrière, pour parfait en fait extinction, on est sur des niveaux de quantité d'eau qui sont énormes. Donc on parle de plusieurs dizaines de mètres cubes pour certains véhicules. Donc voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a intérêt de mettre 50 mètres cubes d'eau pour éteindre un feu de véhicule, ou est-ce qu'on laisse brûler, sachant qu'on va mettre 50 mètres cubes d'eau qui vont être pollués, qu'on va rester des heures. Donc voilà, il y a une balance à donner. Enfin, je sais que nous, au niveau local, on va mettre de plus en plus pour que le laisser brûler rentre comme une aide de manœuvre principale en tout cas dans le portefeuille des manœuvres qu'on peut avoir. Les enjeux, donc là aujourd'hui on n'a pas encore les réponses à tout, car clairement une des problématiques pour le COS, c'est à un moment, on aime bien nous passer quand on part, feu éteint, personne terminée, on rentre disponible. Et ça c'est une difficulté, c'est pour définir le feu éteint. Parce que vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de fumée, mais est-ce que le feu est éteint? Ça c'est très difficile à dire parce qu'en fait à l'intérieur vous avez fait du refroidissement, les moyens de contrôle, eh bien c'est que des moyens de contrôle externes, notamment de température. Mais sauf que normalement thermique, nous on l'a constaté, il peut être franchement retardé, mais retardé sur des jours et des jours et des semaines. On a un exemple dans le département, feu de véhicule électrique. Donc tout se passe bien, les gars font le nécessaire, le feu est éteint, c'est un feu qui s'est fait en campagne. Et le véhicule après extinction est resté en fait sur place pendant plus de 13 jours, le temps qu'un concessionnaire vienne le récupérer et l'amène en fait à la casse. Et 13 jours après, le fait de mettre le véhicule sur le plateau, en arrivant donc quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres, je ne vais pas de bêtises, 30 kilomètres, la batterie était repartie, 13 jours après. Et ça, c'est arrivé dans la Vienne et de façon assez anecdotique, ça arrivait le même jour dans le 44. Même scénario, à quelques jours, donc le feu éteint, très compliqué de pouvoir vraiment le garantir. Difficulté de la prise en charge pour les dépanneurs, car effectivement, voilà, à quel moment on passe la main, voilà, à quel moment c'est plus notre boulot, à quel moment c'est le leur. Donc là, c'est quelque chose qui est pris en compte vraiment par les associations dépanneurs qui prennent ça vraiment au sérieux. Ils commencent à s'équiper, ils sont formés, notamment les sites de réception de ces véhicules commencent à être bien équipés avec un certain nombre de normations qui sont écrites, respectées. En tout cas au niveau local, c'est pas toujours le cas, mais voilà, normalement le véhicule est posé sur une belle balle de béton, distant d'autres véhicules, ou c'est que des véhicules à la même technologie, donc il n'y a pas de souci. C'est pas toujours le cas. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans le schéma opérationnel.
Difficulté dans les choix de doctrine sur les modalités d'extinction. Oui, ça c'est un petit peu, oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va éteindre, n'éteint pas, de l'eau, pas de l'eau, en fonction de nos moyens, en fonction aussi de notre culture. Donc ça c'est une doctrine qui est à écrire. Bon, ça c'est après pas chacun, mais ouais, c'est un peu compliqué de vraiment définir et de dire c'est comme ça qu'on doit opérer, car on parle des lithium-ion, sauf que lithium-ion, il y en a toute une batterie, une chimie différente, et qu'aujourd'hui on parle des lithium-ion, et aujourd'hui on parle aussi des batteries lithium-sodium qui sont arrivées, je crois que c'est après d'ailleurs, allez-y, ouais. Oui, donc justement, là on parle des lithium-ion, donc là c'est vraiment une famille très, très, très restreinte. Après il y a d'autres technologies, et on voit arriver les batteries du futur, donc du futur qui sont plus ou moins actuelles. Et si vous suivez un petit peu la littérature, quasiment tous les jours, il y a des laboratoires qui vous annoncent en fait la batterie du futur, la chimie du futur. C'est quasiment quotidien. Aujourd'hui, si on en ressort dans la mobilité, parce qu'après en fonction de l'usage, eh bien, on va tendre plus ou moins sur telle technologie. Mais en tout cas, dans la mobilité, on se oriente principalement sur deux technos, batterie sodium. Donc là, c'est déjà présent, en tout cas pas dans les voitures, mais des batteries sur des perceuses qui sont sorties au sodium, donc c'est déjà en fait existant. Donc là, c'est un intérêt bien sûr économique, un intérêt technologique, donc ça c'est aussi l'avenir. Et les batteries sèches, donc là on nous a annoncé il y a 3-4 ans la sortie des batteries sèches l'année suivante. Et puis on nous le dit, c'est l'année suivante, l'année suivante, l'année suivante. Donc les batteries sèches ne sont pas encore prêtes. En tout cas, les contacts qu'on a repoussent de plus en plus loin en fait le fait d'avoir ces batteries sèches, qui, selon les informations qu'on peut collecter, devraient être d'un point de vue opérationnel un peu plus sécurisantes. Donc moins soumis en fait à l'inflammation, car des gros problèmes à ce jour dans nos batteries lithium-ion, c'est aussi le fait qu'elles sont dans du liquide, donc dans un électrolyte qui aujourd'hui est liquide, et demain les batteries sèches, par définition, cet électrolyte sera solide et donc permettra justement d'avoir moins de problématiques. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Mais dès qu'on aura les premières batteries à brûler, on le fera et on jugera sur place. Merci. Les actions du groupe IUV sécurité routière, donc elles sont assez larges, parce qu'en fait on va bien sûr sur le volet sécurité routière. Donc là on parle plus lithium-ion, donc en fait qui est une typologie, en tout cas de la réflexion à mener. Elles sont assez larges. Donc oui, on représente les pompiers de France dans les différentes instances. Lieu de concertation et faire entendre leur voix et leurs avis. Donc ça peut être soit dans des institutions assez connotées opérationnelles, donc me concernant au CTIF, donc sur la partie extrication. Donc là on travaille sur la thématique tout ce qui est nouvelle technologie, mais également tout ce qui est des incarts, et là c'est au volet international. Adrien au niveau plus local national sur l'aspect secours routier, mais par cette antenne là on va aussi être représenté dans différents organes. Et si je prends Adrien, on entend sur tout ce qui est le secours routier, donc le DSR, où là en fait c'est pas typiquement, et même pas du tout ça par pompier, mais en tout cas voilà, on a notre mot à dire après ce qu'on écoutait en tout cas, mais en tout cas on peut apporter notre grain à moudre dans les décisions nationales gouvernementales. Un des gros enjeux, c'est de collecter les travaux. Donc là c'est vraiment le réseau qui est hyper important, et là-dessus c'est là où on essaie de travailler depuis de nombreuses années pour essayer de capitaliser les expériences. Hier justement moi j'ai participé, en tout cas en tant que témoin dans le cadre d'une conférence NRBC, il y avait un retour d'expérience sur un feu de véhicule électrique dans le 43. Donc on nous a présenté un retour d'expérience, comment ils ont géré, comment ils ont traité ce type de feu de véhicule électrique avec la méthode et puis les moyens du département. Donc c'est assez large, et donc là c'est un retour d'expérience complémentaire qu'on se doit de capitaliser. Collaborer avec la nation des véhicules, accroître le niveau de sécurité, ces pompiers, leur intervention d'urgence sur les véhicules. Donc là, c'est aussi travailler avec notamment les constructeurs pour essayer de créer un lien étroit pour leur faire comprendre et puis identifier quels sont les besoins des sapeurs-pompiers. Donc là, il y a des constructeurs beaucoup plus avancés que d'autres dans la thématique, qui travaillent vraiment main dans la main avec les services de secours. D'autres, c'est plus compliqué d'avoir des contacts, mais en tout cas, on travaille sur le sujet. Il y a des liens aussi au niveau international qui se font via l'Euro NCAP. Si on prend notamment le collège Antillot qui est aussi au CTIF, a une antenne au niveau de l'Euro NCAP et permet justement de travailler, en tout cas d'apporter le regard service de secours pour que justement les préconisations des futures cotations Euro NCAP prennent en compte justement certains aspects qui intéressent les services de secours. Donc ça c'est assez récent,
mais en tout cas c'est vraiment une évolution qui est marquée, et l'EuroNCAP prend un virage 90, mais en tout cas vraiment intègre ces données, et ça impose aussi aux constructeurs aussi du coup certaines réglementations, certaines orientations de sécurité qui sont pour nous une plus-value, mais qui donnent parfois des contraintes techniques pour les constructeurs qui sont vraiment pas évidentes. Mais en tout cas, c'est dans la bonne voie. Les pratiques, oui, bon, ça après c'est de travailler en interdépartemental sur comment améliorer les secours au niveau des travaux des SDIS. Donc là, on était en contact des collègues québécois justement sur le sujet, donc pour essayer de partager justement les expériences françaises, voir eux aussi ce qu'ils font et ce qu'on peut partager. Et c'est vraiment un travail qui intéresse tout le monde. Concevoir et diffuser des messages de prévention, donc là c'est aussi un des axes en fait de ce groupe de travail. Donc là c'est plus Adrien qui pourra en parler, mais en tout cas il y a des axes en fait qui vont être orientés. Donc là on n'est plus vraiment sur le secours routier, on est vraiment sur la problématique des batteries, et à l'instar de ce qui peut être fait dans certains pays anglo-saxons, vraiment communiquer sur les feux qui ont été dramatiques, notamment à New York, de charges de trottinettes et autres qui ont débuté en rez-de-chaussée, et qui malheureusement sont propagés dans les étages, et ils ont eu des morts suite à ça par justement des mésusages de charges, de décharges, en tout cas de stockage de ce type de moyens de déplacement. Et en France, je pense que tous les 10, on est plus ou moins confrontés des débuts d'incendies qui ont été initiés par ce type de matériel, et ça nous paraît anodin, mais sauf qu'on s'aperçoit que les conséquences sont dramatiques, et là on se doit aussi de communiquer, et là il y a un champ qui va être travaillé en fait, ou pas, essayer de communiquer sur cet aspect là, sur l'aspect prévention auprès des citoyens. Et pour finir, donc accompagner l'organisation des challenges nationaux de secours routier. Donc là c'est aussi un autre axe de l'UV, donc on a vraiment trois thématiques, et WRO, donc on a notre garant de ce sujet-là qui est présent, donc ce qui est un challenge qui a été initié il y a quelques années grâce à un SDIS qui était précurseur à la thématique, qui a permis justement de lancer un petit peu la dynamique au niveau local, et qui maintenant, voilà, tous les ans, le challenge s'organise, et ça permet aussi de pouvoir fédérer, de pouvoir augmenter les pratiques opérationnelles dans le domaine secours routier. Donc là, c'est le troisième axe du groupe de travail qui est piloté par Adrien, principalement sur le sujet au niveau local. Donc s'il y a des questions sur le sujet, on a été très très large sur la thématique, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais s'il y a des questions, on est à votre disposition, quelques instants, pas plus a priori. Bon, ce qu'il faut avoir en tête en fait, c'est que c'est plus un risque émergent pour les SDIS, dans le sens où l'électricité, les batteries et la multitude de sources de feu qu'on va pouvoir avoir deviendra un enjeu actuel. Et donc il est grand temps qu'on puisse à la fois former, et qu'on puisse tous travailler en concertation les uns dans les autres pour à la toute fin de nos missions éteindre les feux et sauver des vies. Voilà, merci à tous.